Le taux de population carcérale est particulièrement élevé en France. Il touche quasiment les 157%. Les violences policières en France, elles ont été hautement plébiscitées et condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme une première fois en 1999. Plus récemment, en 2017, il y a eu l'affaire Théo. C'est un jeune qui a été passé à tabac par des policiers à coups de matraque. Les 4 policiers ont été condamnés par un tribunal français en 2024, l'année passée. Ils ont fait appel. En 2023, sur 142 plaintes pour abus d'autorité, il n'y a eu que 15 condamnations. Bonjour Étienne Cotier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un juriste pour l'ACAT, une organisation internationale qui lutte contre la torture et les mauvais traitements et qui défend les droits humains. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol pour parler de votre lutte. Je pense que beaucoup de téléspectateurs s'imaginent que la torture, les mauvais traitements, ce sont des défis qui sont liés uniquement à des régimes autoritaires qui sont éloignés. Et pourtant, on va voir avec vous aujourd'hui que ça concerne également l'Occident. On va y revenir un peu plus tard. Avant de se concentrer sur la Suisse et la France, je vous propose qu'on se penche sur l'émission principale de l'ACAT de façon générale. Où est-ce que vous agissez dans le monde et surtout, quels moyens est-ce que vous mettez en œuvre pour lutter contre la torture? Alors, je vais peut-être revenir sur le contexte. L'ACAT, elle est née en 1971 en France, 61 pour vos téléspectateurs. Et à l'époque, il y avait un désir très fort chez les fondatrices de femmes de lutter contre la pratique de la torture. En 1971, il y avait encore les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient bien présents dans les esprits. Il y avait la guerre froide qui faisait rage, avec des régimes dans les années 70-80 très oppressif, notamment en Amérique latine. Et ça a donné à ces deux femmes une envie de s'investir tout en faisant participer activement la population, à savoir les futurs membres de l'ACAT. Et il y avait une tendance qui est née en fait pour lutter contre les régimes à tendance oppressive du bloc soviétique, qui était née notamment avec des organisations comme Amnesty un peu plus tôt, de faire des appels urgents. Et le concept de ces appels urgents, c'est des appels à des autorités dans le but de signifier à ces autorités qu'elles sont observées par la société civile, qu'elles ne sont pas libres de commettre tous les crimes en toute impunité, et donc qu'il y a une société civile qui les observe et qui lui demande de respecter le droit international. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et puis après, évidemment, les ACAT se sont développés. L'ACAT suisse est née en 1981. Après, il y a eu un développement un peu général, surtout en Europe et en Asie. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'ACAT autour du globe, à peu près 11 en Afrique et le reste en Europe ou en Amérique du Nord. Les combats sont un peu étoffés. Il y a évidemment la lutte contre la torture, mais il y a aussi, et surtout dans les pays africains, la lutte contre la peine de mort. Et il y a aussi, en tout cas chez nous, l'ACAT suisse, la lutte contre les disparitions forcées. On estime que c'est un phénomène qui arrive souvent en concomitance avec la torture, d'ailleurs c'est un fait. Et par exemple, chez nos voisins de l'ACAT France, il y a la question du droit d'asile qui est extrêmement importante, qui est liée au principe de non-refoulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de refouler des requérants d'asile déboutés dans un pays où ils risquent des persécutions. Donc ces thèmes-là se regroupent et c'est vrai qu'on est amené au fil des dossiers à aussi collaborer avec d'autres ONG. C'est un mandat assez vaste. Vous avez parlé de régime oppressif à l'heure actuelle en 2025. Qu'est-ce qu'on entend par régime oppressif? Quel pays est concerné par cette dénomination? Alors, les régimes oppressifs, c'est dans l'esprit commun, ça peut être les dictatures. C'est en fait des régimes dont les institutions sont dotées de peu de contre-pouvoirs. On a cette fameuse théorie de la séparation des pouvoirs. En général, les régimes oppressifs, ils ont un petit peu la main sur le pouvoir judiciaire aussi. Ils peuvent avoir la main même sur le pouvoir législatif. Et c'est souvent un régime où en quelques mains, en 2 mains pour être exact souvent, eh bien les pouvoirs se concentrent. Et c'est là aussi où du coup il va y avoir le moins possible de résistance face à ce pouvoir. Et c'est là en général que les abus sont commis. Et aujourd'hui, vous demandez des exemples, eh bien la Chine est un exemple majeur connu, qui est un paradoxe puisqu'on a souvent cru dans le domaine des droits humains que l'émancipation de la population à travers les droits et les libertés civiles et politiques allait forcément de pair avec une
une prospérité économique. Et la Chine a démontré l'inverse, bien qu'elle soit peut-être en difficulté aujourd'hui. Et d'autres États qui peuvent peut-être inquiéter, on voit une concentration de pouvoir sous la nouvelle administration américaine. Et évidemment, je pense à de nombreuses dictatures qui sont quand même la norme dans beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique, où des régimes sont particulièrement oppressifs, à tel point qu'on a parfois de la peine à se figurer la chance qu'on a, les libertés qu'on a dans nos démocraties occidentales, combien même tout le monde est évidemment libre de les critiquer puisqu'elles sont infiniment perfectibles. Pardon. Oui, on peut penser aussi à des pays comme, je sais pas, récemment le Venezuela. On a vu l'élection de Maduro avec très peu de contre-pouvoir, de possibilité de donner au peuple la possibilité de s'exprimer sur le choix du président. C'est un excellent exemple. Évidemment, le régime de Maduro est extrêmement, presque totalitaire, on pourrait dire. En tout cas, c'est un régime particulièrement brutal, très oppressif. Et on a d'autres régimes aussi. Vous avez cité l'Amérique du Sud ici, on peut citer aussi l'Amérique latine. On a des régimes où, par exemple, au nom de la lutte contre les gangs, on se permet d'enfermer un nombre incroyable de citoyens sur des motifs qui, des fois, sont complètement aberrants. Par exemple, les membres de gangs étaient connus non seulement pour leurs tatouages, mais parfois aussi pour leurs vêtements, des vêtements amples et larges. Et c'est vrai qu'on donne un pouvoir aux forces de l'ordre, dans un de ces régimes, notamment sous Bukele, on donne un pouvoir aux forces de l'ordre de procéder à des arrestations de manière drastique. Et ça, c'est un autre exemple aussi de régime qui est particulièrement oppressif. Comment est-ce que fonctionne l'ACAT concrètement? Comment est-ce que sur le terrain, vous venez en aide aux victimes? C'est une excellente question. On a donc une partie des ACAT qui sont en Afrique. Là, ils font ce qu'on appelle le vrai travail de terrain. Ils vont visiter des lieux de détention qui sont dans leur pays. Ils ont un vrai impact. Ils font aussi de la protection des défenseurs des droits humains, notamment récemment au Congo. Il y a eu une levée du moratoire sur la peine de mort. Donc, une tendance inquiétante au retour à l'éventualité de prononcer la peine de mort et de faire des exécutions. Et dans ce contexte-là, l'ACAT RDC a beaucoup été active pour notamment dénoncer les formes d'intimidation qui étaient exercées à l'encontre d'eux-mêmes ou d'autres membres de la société civile. Ça, c'est pour la partie africaine. Maintenant, la question que vous posez, c'est comment on peut aider depuis la Suisse ou la France? Alors, le premier outil, qui était l'outil originel des appels urgents, il est toujours là et il fonctionne toujours. C'est très difficile à quantifier parce que souvent, les appels urgents sont faits de manière collective et il faut cibler des autorités sur lesquelles le poids du nombre de signatures aura un impact. Donc, ce n'est pas un organe de l'ONU chez qui on va envoyer 1500 lettres qui va être impressionné par ça, mais plutôt les autorités, justement, qui ont ce sentiment d'impunité. Là, sur certains motifs, ça peut leur donner une motivation à justement se conformer au droit international. Mais ça, c'est le premier outil. Mais là, il faut peut-être mettre en contexte le développement depuis la fondation de l'ACAT en 1971. À l'époque, il y avait deux instruments principaux contre la torture. C'était la Déclaration universelle des droits de l'homme, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi la Convention européenne des droits de l'homme, avec le fameux article 3 qui interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais ces deux instruments, avec le temps, la société civile et les institutions internationales se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant. Donc, en 1987, il y a eu un développement majeur avec deux instruments supplémentaires, un de l'ONU, qui est la Convention contre la torture, et l'autre du Conseil de l'Europe, la Convention pour la prévention de la torture, qui prévoit les deux le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a des comités qui sont institués par ces conventions et dont le rôle est d'aller examiner chaque pays tous les 4 ans et demi pour voir dans quelle mesure ils respectent cette interdiction de la torture et des mauvais traitements. Et ce qui a été en fait une évolution du droit international par ces comités a engendré aussi une évolution de la société civile. C'est-à-dire que, évidemment, la société civile, en tout cas nous, l'ACAT, ne nous contentons plus de faire des appels urgents, mais on est aussi intégré à ce processus d'examen par les comités et on documente la situation des droits humains dans le pays pour informer les comités. Pourquoi? Parce que sinon les comités, donc les rapports émis par les États parties, comme la Suisse,
Et en Suisse, ils sont, on le reconnaît, relativement transparents, mais dans certains États autoritaires que vous avez mentionnés, par exemple le Venezuela, ils le sont peut-être un peu moins. Et il y a besoin d'informations qui viennent d'ailleurs, de la société civile, pour contrebalancer ces premières informations. Donc ça, c'est une des tâches qu'on fait. On fait ces rapports périodiques. On fait aussi d'autres tâches, évidemment, notamment une qui est propre à la Suisse, c'est qu'en Suisse... qui est un peu vu au niveau international comme une espèce de cheval, de chien de garde, pardon, des droits de l'homme. On a cette place très importante à Genève. Eh bien, pourtant, elle n'a pas de normes pénales contre la torture. C'est assez déroutant quand on sait que la Convention contre la torture demande justement d'intégrer dans son code pénal une norme contre la torture. Et peut-être une question qui sera aussi liée, c'est certaines personnes disent, mais est-ce qu'il y a de la torture en Suisse ? Eh bien, les quelques cas qu'on a pu voir qui s'assimileraient s'ils avaient été examinés par un tribunal, mais comme on n'a pas de normes, ce n'est pas le cas. C'est par exemple des cas qui ont été dénoncés par Amnesty International il y a à peu près 5 ans, de violences dans des centres de recueillement d'asile. Plusieurs éléments ont été rapportés, ça a même donné lieu à une tollée médiatique et le secrétariat d'État aux migrations a lancé une enquête. Un juge a tiré la conclusion dans un dossier assez conséquent qu'il n'y avait pas eu de torture au sens strict, donc avec une intention. Par contre, il a pointé plusieurs manquements du secrétariat d'État aux migrations. Et un des manquements que nous, on signale, c'est notamment la formation et parfois même le background des personnes qui sont engagées, notamment pour des tâches comme la sécurité. Il y a une tendance générale à externaliser ce genre de tâches. Donc, au lieu, l'État va, par exemple, mandater des privés pour faire une tâche de droit public, comme la sécurité publique. Et on a des sociétés de sécurité privée en Suisse qui sont concernées par ces faits de violence qui ont été rapportés par Amnesty. Et quand on regarde le background, c'est pas forcément étonnant, puisqu'il y en a qui ont appartenu à la Légion étrangère, par exemple, pendant des années, et qui évidemment traitaient des cas parfois difficiles, comme des requérants d'asile mineurs, non accompagnés, qui peuvent être jeunes, avoir eu un parcours traumatique, difficile, et venir d'une culture très différente, et ben ça nécessite des compétences. Et à ce niveau-là, on estime que la formation n'est pas suffisante, qu'aussi l'accès à la justice, la possibilité pour ces jeunes ou ces personnes de déposer plainte en toute discrétion dans les cas d'abus n'est pas suffisante, combien même le SEM, aujourd'hui donc le secrétaire d'État à la migration, a mis en place un projet pilote pour y remédier, ce qu'on salue quand même et on observera les résultats. Et c'est donc important que dans cette norme pénale aussi, ces personnes qui sont mandatées alors qu'ils viennent d'un milieu privé soient aussi potentiellement tenues responsables s'ils commettent des actes de torture ou de violence assimilables à la torture. C'est très surprenant tout ce que vous nous expliquez par rapport au fait que la Suisse avance très lentement sur ces questions en lien avec la torture. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi, alors que justement des cas comme ceux que vous venez de mentionner sont relevés ici dans notre pays qui est censé être un pays démocratique, le gouvernement ne se prononce pas en faveur d'actions un peu plus fortes? Eh bien, c'est une excellente question et ça a aussi un rapport très ténu avec notre histoire. La Suisse, c'est le pays d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. On est dépositeur de beaucoup d'instruments des droits humains. On a beaucoup d'institutions internationales à Genève. C'est la deuxième place du multilatéralisme et du droit international des droits humains avec New York qui a un rôle aussi de sécurité majeur. Et donc, il y a cette espèce d'idée qui est très forte que la Suisse n'a pas de problème de droits humains. C'est aussi lié à la prospérité de la Suisse économique et on peut voir des fois au sein même de l'administration publique, notamment la Confédération, qui est le dernier échelon chez nous en termes d'autorité, parce que la Suisse est un système fédéraliste qui a 26 cantons qui ont en fait des façons de fonctionner très différentes des uns aux autres. Mais au niveau même juste de la Confédération, donc de l'autorité fédérale, on peut voir des différences assez claires suivant que quelqu'un travaille au département des affaires étrangères, ce serait par exemple diplomate à Genève, où ils ont en général des positions qu'on salue à l'international, qui vont œuvrer dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort, et qui le font, à mon sens, assez bien. Et puis, le domaine de l'intérieur, notamment de la sécurité et de la justice, où sans faire de généralité, il y a peut-être
une implication, une sensibilité au commitment de la Suisse envers le droit international que l'on ressent de manière un peu moins forte. Et donc, on a cette réflexion générale, cette idée un peu qu'en Suisse, il n'y aurait pas forcément de violation de droits humains, y compris de mauvais traitements, que ce soit dans les lieux de détention ou les centres de requérants d'asile, ou peut-être un peu moins, c'est plus connu en matière de violence policière. Et qu'est-ce qu'il en est de la France? Est-ce que ce pays également a de la peine à s'engager contre la torture ou bien ils sont davantage impliqués? Alors c'est une bonne question. La France agit. Et peut-être le problème, c'est des fois, à notre sens, et là, on prend l'avis peut-être de nos collègues de l'ACAT France, ou notre regard depuis la Suisse, c'est vrai que des fois, agit peut-être même de manière un peu trop rapide. Pourquoi? Parce que ce qui est particulier en France, c'est que le domaine de la migration, mais aussi le domaine de la détention, relève du ministère de l'Intérieur. Et ça, en fait, c'est une particularité qui est plutôt propre à la France qu'aux autres pays européens. En général, c'est des domaines qui relèvent du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice sont souvent dirigés par des personnes qui sont assez tenues, assez rigides par le droit. Et cette différence amène une certaine souplesse en France. Et aussi, c'est un domaine qui est, comme tous les domaines liés de près ou de loin, notamment aux questions d'asile, très politisé. Et c'est une liberté, ce fait de ne pas être dépendant du domaine de la justice, qui a offert, depuis en tout cas la période de Nicolas Sarkozy, une politique peut-être un peu plus spectacle, à mon sens, avec des coups d'éclat. Et parfois, les coups d'éclat sont liés à des volontés de donner des réponses faciles, peut-être un peu trop simples ou avec des résultats un peu trop rapidement attendus, alors que les solutions pour éradiquer les phénomènes de mauvais traitement sont souvent des solutions longues qui nécessitent de les aborder depuis plusieurs angles. Ça peut être la formation que j'ai citée avant, mais ça peut aussi être l'investissement, c'est toujours des questions de budget, dans des centres de détention avec des places suffisantes. C'est aussi des questions d'éducation générale par rapport à certaines différences culturelles, notamment dans les centres de requérants d'asile. Donc c'est pas des questions très faciles et ça demande un certain sang-froid et un sens de l'attente et de la mise en place de solutions à long terme et pas qu'à court terme. Donc les cas de torture ne sont pas forcément plus faciles à gérer en France qu'en Suisse, si je comprends bien. Pas forcément, mais ils sont un peu les mêmes. Je dirais que les domaines principaux dans les deux pays, c'est les questions d'asile. Ça, c'est toujours dans tous les pays occidentaux actuellement. Pourquoi? Parce que c'est aussi le thème peut-être le plus politique et le plus politisé, si ce mot existe, mais j'en doute. Dans tous les cas, c'est un domaine qui est hautement à la fois philosophique, à la fois lié à des questions d'identité, mais c'est un domaine qui occupe une place prééminente dans la politique européenne aujourd'hui. Et on a des mouvements radicaux assez forts dans les pays européens en général, et il y a une volonté de durcissement de la part aussi de la montée de la droite en Europe, et donc on a des politiques d'asile qui sont parfois très problématiques. En Europe, on a le système Dublin qui s'applique en matière d'asile. Lorsqu'une personne met le pied dans un pays Dublin, en principe, c'est le pays qui est compétent pour traiter la demande d'asile. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe par un autre pays puis qui après arrive en France ou en Suisse sera techniquement renvoyé vers ce premier pays qui sera compétent pour traiter cette demande d'asile. Le problème, c'est qu'il y a des pays, notamment la Grèce ou la Croatie, où on a constaté que les renvois étaient parfois particulièrement problématiques. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient renvoyés des fois ne recevaient aucun soin ou assistance médicale suffisante, ne recevaient pas forcément de logement, des fois se voyaient refuser leur demande d'asile ou étaient même placés en détention. Donc on a des cas très problématiques en lien avec Dublin, mais aussi avec d'autres pays, notamment en Suisse. On a une population qui est un petit peu sous le feu de la politique, je dirais, des coups de feu de la politique. C'est la population des requérants d'asile érythréens, qui sont à peu près au nombre de 270, en tout cas c'était les chiffres de la fin de l'année 2023. Ça paraît peu, mais c'est des gens qui sont assez coincés. Parce qu'il n'y a pas d'accord de réadmission avec l'Érythrée. L'Érythrée refuse d'entrer en matière avec la Suisse, donc on ne peut pas les renvoyer de force. Donc ils tombent dans un régime qu'on appelle l'aide d'urgence,
qui est un régime où le problème, c'est qu'il a été pensé sur le court terme. À la base, c'était pensé qu'on offre ce régime qui offre le minimum existentiel aux personnes, le temps qu'elles repartent chez elles ou qu'on les renvoie chez elles. Mais là, on constate qu'on a des gens qui restent 5, voire 10 ans dans ce régime-là. Or, c'est des gens qui défendent des enfants. Les enfants suivent le sort de leurs parents. Et suivant le canton, en tout cas en Suisse où ils sont placés, on constate qu'ils sont parfois très loin des zones urbaines. Donc les enfants ne reçoivent pas l'éducation adéquate, ne reçoivent pas toujours les soins, notamment dentaires adéquats. Et donc il y a des problèmes de mauvais traitement dans ce domaine-là. Un autre domaine qui occupe nos deux pays de façon importante, c'est les violences policières. Les violences policières en France, elles ont été déjà hautement plébiscitées et condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme une première fois en 99, en 99, dans une affaire où il y avait eu de la violence dans une garde à vue, une violence excessive des policiers. Ça, c'était une condamnation de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais donc de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Et puis, peut-être plus récemment, en 2017, il y a eu l'affaire Théo. C'est un jeune qui a été passé à tabac par des policiers à coups de matraque, qui en a des séquelles définitives dans les parties notamment intimes. Et les 4 policiers ont été condamnés par un tribunal français en 2024, l'année passée. Ils ont fait appel. Mais donc les violences policières, c'est quelque chose qui occupe l'actualité et qui est aussi difficile à résoudre. Pareil, ça demande des solutions sur plusieurs angles. Et en Suisse, on a beaucoup de cas de violences policières. Et en Suisse, je me permettrai de faire un lien très clair avec le profilage racial, qui est une thématique qui est vraiment liée de manière un peu inextricable. Donc le fait d'arrêter une personne pour sa couleur de peau ou son appartenance ethnique. Exactement. C'est le fait, en fait, d'avoir des stéréotypes raciaux, ce qui est, il faut quand même le reconnaître, un réflexe qu'un peu tout à chacun peut avoir. C'est plus facile, en tant que juriste derrière un bureau, d'analyser calmement un cas que d'être peut-être un policier dans un cas où la tension et le stress sont très élevés. Donc c'est pas un métier facile, mais les policiers aujourd'hui, vu le nombre de cas qu'on a eu, doivent être conscients que c'est justement dans les situations de stress que les risques de stéréotypes raciaux risquent de ressortir. Or en Suisse, il y a eu entre 2018 et 2022 au moins 4 décès dans le cadre d'interventions policières. Toutes les personnes étaient de couleur. Le dernier qui me vient à l'esprit, c'était à Morges, une ville pas très loin de Genève, où une personne surnommée Enzoy William, est décédée dans le cadre d'une intervention policière à la gare de Morges. Et c'est des cas qui défient un petit peu la chronique et qui ont été assez sévèrement condamnés par l'ONU à travers le groupe pour les personnes de descendance africaine, qui ont souligné dans un rapport en 2022 le racisme structurel qui est encore présent dans notamment les forces de l'ordre en Suisse. Qu'est-ce qu'il en est de la France? Comment est-ce qu'elle se positionne par rapport au profilage racial? Alors, avec mes liens que nous avons avec l'ACAT France, l'ACAT France ne se positionne pas sur la question du profilage racial. À notre sens, l'ACAT Suisse, c'est des éléments qui sont souvent intimement liés, mais je ne pourrais pas malheureusement entrer dans les détails. C'est souvent le même problème dans beaucoup de pays. En fait, si vous êtes victime de violences policières, vous allez déposer plainte. Et en général, vous allez le faire au commissariat de police contre un membre de ce commissariat. Donc là, c'est l'exemple le plus flagrant du manque d'indépendance qu'il y a dans ce type de procédure. Mais même lorsque c'est un ministère public ou un parquet, comme dit en France, qui va mener une enquête pénale, eh bien, les parquets, ils collaborent toujours avec les inspecteurs de police. C'est eux qui mènent l'enquête sur demande du parquet. Donc là aussi, il y a un manque d'indépendance qui est assez fort. Et il y a un chiffre en Suisse qui est assez parlant, c'est qu'en 2023, sur 142 plaintes pour l'infraction d'abus d'autorité, qui survient lorsque un membre d'une autorité excède son pouvoir public, notamment par des gestes agressifs lors d'une interpellation, par exemple, eh bien, sur 142 plaintes pour abus d'autorité, il n'y a eu que 15 condamnations. Donc ça montre bien toutes les difficultés auxquelles font face les victimes de violences policières. Et c'est pour ça
que l'idée de mettre en place des mécanismes indépendants de traitement des plaintes en matière de violence policière serait un premier pas qui a été adopté par le canton de Genève, ou d'autres solutions peuvent être un ombudsman ou un médiateur ou une médiatrice qui s'occupe de traiter ce type de plainte. C'est important, on estime qu'il y ait enfin une indépendance nécessaire dans le cas du traitement des violences policières. Est-ce que vous pourriez juste nous parler de l'origine de l'ACAT, parce que ACAT, ça signifie Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Comment ça se fait qu'il y a cette foi chrétienne? Quel est le lien avec les droits humains? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? C'est très important pour nos membres et encore les membres de la plupart des comités des ACAT, cette caractéristique chrétienne, voire œcuménique qui est là. À la base, ce désir de venir en aide au prochain et ce désir même plus fort d'estimer qu'il y a certains comportements qui non seulement dégradent la dignité de l'autre, mais dégradent aussi la nôtre. C'est pas quelque chose qui est exclusivement lié à la foi chrétienne. Ça, c'est quelque chose qui est à la base des droits humains modernes. Les droits humains, sous leur forme moderne, c'est-à-dire à travers des pactes internationaux, ils sont nés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, principalement, si on fait abstraction de tous les mouvements qu'il y a eu avant qui ne sont pas à négliger, comme la lutte contre l'esclavage, la lutte pour les droits civils, notamment par les Afro-Américains aux États-Unis, mais sous l'angle de ces pactes internationaux, c'est une idée qui a été concrétisée par la Déclaration universelle des droits humains, qu'il y a certains comportements qui sont inadmissibles dans une société dite civilisée, si on veut. Et ça, finalement, l'erreur chez nous, les juristes, c'est de croire que c'est quelque chose qui est motivé de façon juridique. Ça reste, en tout cas, à mon sens, quelque chose de fondamentalement humaniste, personnel, et qui donc, dans notre cas, est né d'inspiration chrétienne, et c'est encore toujours présent l'idée de la foi et même de l'aide à l'autre à travers la prière, mais ça n'empêche que les ACAT s'engagent indépendamment des convictions religieuses de chacun. On ne va pas favoriser un groupe religieux par rapport à un autre, c'est hors de question dans nos interventions. On intervient sur la base de ces valeurs, mais on intervient avec les outils qui sont le droit, et qui sont les outils qui sont reconnus, et qui sont d'ailleurs le reflet d'autres valeurs spirituelles, d'autres religions aussi, je crois. On a beaucoup parlé de la Suisse jusqu'à maintenant. Nos téléspectateurs sont en grande partie des téléspectateurs de France. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner par rapport aux mauvais traitements qui sont perpétrés sur le territoire français? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de cas qui ont fait l'objet d'ailleurs de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont en lien avec les conditions de détention. Soit dans les maisons d'arrêt, soit un problème qui est assez typique de la France et malheureusement aussi de la Suisse, et sur ce coup-là, je vous avoue que vous nous battez, avec un triste record, c'est que le taux de surpopulation carcérale est particulièrement élevé en France. Il touche quasiment les 157%. Et la France a été condamnée à 2 reprises en 2020 et en 2024, dans 2 affaires. Et plusieurs comités de l'ONU ou du Conseil de l'Europe ont répété et demandé à la France de remédier à ce problème en offrant plus de places de détention afin d'éviter cette surpopulation carcérale. Si je peux refaire le lien avec la Suisse, c'est aussi un problème qui nous touche, notamment ici à Genève, où la prison de Chamberlain a un taux de surpopulation de 140% aussi, ce qui n'est pas du tout négligeable, et où la Suisse a été souvent épinglée par de nombreux comités de l'ONU et du Conseil de l'Europe aussi pour ce défaut-là. Donc ça, c'est un élément assez important en France comme en Suisse, et on espère que nos pays trouveront des solutions avec de nouvelles places de détention à l'avenir, mais aussi des solutions d'alternatives à la détention, comme le bracelet électronique ou comme d'autres mesures. On a beaucoup parlé de la France, de la Suisse et des problèmes qui sont internes à ces 2 pays. On a aussi des problèmes, disons, à l'international à l'heure actuelle, avec tous les conflits qu'il y a dans le monde, le conflit russo-ukrainien, la Palestine. Certaines personnes parlent même d'une potentielle 3e guerre mondiale imminente. Comment est-ce qu'on doit envisager le futur, justement, dans le contexte de ces pressions et de cette tension grandissante? Alors, je voudrais répondre avec quelque chose de plus optimiste, mais ça ne va pas être 100% négatif, ce que je veux dire. Il faut être assez réaliste. Il est vrai que la torture, ce n'est pas quelque chose qui survient de manière anodine. C'est quelque chose qui découle d'institutions qui deviennent de plus en plus extractives
ou autoritaire, suivant le terme qu'on préfère, où il y a une concentration de pouvoir et souvent accompagnée ou précédée de certains comportements, notamment de discrimination, de dénigration d'autrui. C'est pratiquement un prérequis pour que des actes comme la torture ou les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées surviennent. Parce que il faut avoir une idée que l'autre a moins qu'une qualité d'être humain pour commettre de tels actes, à moins, et malheureusement ça existe aussi, qu'il y ait des penchants au sadisme. Mais quand on voit aujourd'hui les concentrations de pouvoir qui se font dans les administrations américaines, qui sont le cas depuis longtemps dans les pays comme la Chine, mais aussi toujours dans de nombreux pays, notamment d'Amérique latine ou d'Afrique, eh bien, on doit être réaliste lorsque les gens parlent d'ennemis de l'intérieur, lorsque les gens parlent, font des crimes d'agression sur d'autres territoires, lorsque les gens atteignent la souveraineté d'autres pays. C'est des préambules à des situations qui peuvent dégénérer. Et sans nécessairement que ça donne lieu à des États totalement autocratiques qui demandent en dessous de la table à les personnes qui dépendent d'elles dans la hiérarchie qui est mise en place, qui peuvent commettre des actes de torture pour opprimer la population, les intimider. Juste le fait de mépriser ouvertement le droit international, et notamment le droit international des droits humains, c'est déjà un mauvais signe. On fait beaucoup d'interventions de cas individuels à l'étranger, pour notamment des situations... principalement, je dirais, c'est souvent des défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont victimes d'intimidation, de détention arbitraire, de mauvais traitements, voire de disparition forcée dans certains pays. Mais il nous arrive aussi de faire des interventions pour dénoncer des situations plus larges, comme des changements de loi. Par exemple, en Ouganda, en 2023, il y a une loi contre l'homosexualité qui a été votée. C'est une loi qui est vraiment dramatique, qui prévoit notamment la peine de mort pour certains actes qui ne sont pas des actes, qui sont simplement l'expression d'une orientation sexuelle. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Ça, on s'était beaucoup engagé pour le dénoncer, mais un exemple plus récent qui me vient, par exemple l'année passée, dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, des prisons ont été ouvertes par l'État d'Israël pour détenir les détenus palestiniens dans le cadre de ce conflit. Et en début de l'année passée, des reportages sont sortis et parus dans les médias, notamment la BBC, qui ont fait état de tortures appliquées vraiment de manière systématique. Et quand je dis systématique, c'est vraiment planifié, froidement, à grande échelle, et sur tous les détenus de ces centres. Un de ces centres de détention est particulièrement emblématique, il s'appelle Stedman, et là-dessus on a intervenu, on a demandé à notre échelle, c'est-à-dire à notre gouvernement, non seulement de prendre position auprès des interlocuteurs que la Suisse peut avoir à l'étranger ou la scène internationale. Et là, ce qui nous a fait plaisir et qu'on salue, c'est que l'année passée, la Suisse avait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle a utilisé ce siège justement pour rappeler aux parties au conflit non seulement le respect du droit international, mais en particulier le respect des droits des détenus, et notamment à leur dignité humaine, qui est liée à l'interdiction de la torture. Donc cette intervention-là a été assez utile. Et aujourd'hui, notamment aussi grâce à des ONG israéliennes elles-mêmes, ça a fait l'objet d'un jugement de la Cour suprême qui a demandé que cette prison soit progressivement vidée par l'État israélien. C'est quelque chose qui met du temps à se faire, mais en tout cas, le fait que ça a été, cette ligne rouge des centres de torture a été en tout cas signalée, pour nous, ça a été rassurant. Parce que ça, c'est une dérive qu'on ne veut plus vivre après des exemples comme Guantanamo ou Abu Ghraib. Donc face à ça, il faut rester optimiste. Il faut savoir que partout dans toutes les sociétés, il y a toujours des gens qui s'opposent à ce type de concentration de pouvoir, qui dénoncent les violations qui sont faites, et que tôt ou tard, c'est toujours l'ordre qui revient un peu dans la lumière. Mais il faut aussi voir tout le travail qui est fait en amont, toute la prévention. Et la prévention, souvent, on la sous-estime parce qu'on ne la voit pas. C'est un travail qui est fait dans l'ombre. Donc toutes les ratifications qui ont été faites contre la torture, il y a actuellement plus de 130 pays qui ont ratifié la Convention contre la torture. Tous les progrès qui sont faits pour l'abolition de la peine de mort. C'est des progrès qu'il faut prendre en compte et qui mettent de plus en plus de bâtons dans les roues aux États pour faire ce qu'ils veulent. Et donc ça, c'est des progrès et des acquis. Maintenant, ces acquis sont en danger. Il faut les protéger. 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 Il faut les pro
parce que le droit international, c'est quelque chose de politique, et si quelqu'un décide de s'en détourner et a le pouvoir économique pour le faire, il peut. Mais c'est aussi quelque chose qui a été mis en place et auquel on pourra revenir s'il y a d'éventuelles futures violations ou conflits à l'avenir. Donc vous avez quand même l'espoir que les valeurs humaines finiront par prévaloir, malgré le contexte plutôt angoissant. Je ne vais pas nier le fait qu'actuellement il y a un conflit qui est affreux entre Israël et le Hamas, avec un cessez-le-feu tout récent qu'on espère va durer. La situation en Ukraine qui est catastrophique aussi. Et des régimes justement aussi inquiétants, notamment des mouvances en Italie, en Hongrie, d'extrême droite qui se renforcent, qui se mettent en coalition d'ailleurs. L'idée maintenant par même des ingénieurs de la tech comme Elon Musk qui viennent avec une influence économique absolument pas négligeable et qui utilisent leur plateforme comme forum à ces mouvements d'extrême droite. Et ça déstabilise profondément les institutions parce que c'est souvent malheureusement des mouvements qui prônent des solutions qui recourent à une certaine forme de force, voire même de violence, et au mépris des institutions, notamment du droit international des droits humains. Donc, un avenir sombre, en tout cas, il faudrait être préparé la tête froide face à ce qui peut arriver, mais aussi garder justement confiance en la valeur du droit international. Et là, par exemple, la Suisse et la France, parce que la Suisse comme la France ont un rôle particulier vis-à-vis des droits humains. La Suisse a cette plateforme à Genève, mais la France est dépositaire de conventions des droits humains qui sont cardinales. Et donc, ces deux rôles-là, ces pays devront montrer et réaffirmer leur attachement au droit international à l'avenir. Ça, c'est, à mon avis, indispensable pour lutter contre ces tendances autoritaires qui se dégagent. Merci beaucoup, Monsieur Cottier, pour cette sensibilisation que vous avez opérée au cours de cette interview et puis cette invitation à garder confiance dans le droit international, confiance que certaines personnes ont perdue. Donc merci pour cette invitation importante. Et puis à tout bientôt peut-être pour poursuivre les débats. C'était très intéressant. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.